Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question que je pense beaucoup de gens qui s'entraînent sérieusement se posent. Comment on fait pour savoir, mais vraiment savoir, où on en est de sa force? C'est une question qui est bien plus qu'une simple curiosité. Pour un athlète, bien mesurer sa force, c'est la base de tout. C'est ce qui permet de programmer l'entraînement, de gérer la fatigue. Et de progresser, tout simplement. Exactement. Si la mesure est mauvaise, tout le plan d'entraînement peut tomber à l'eau. Justement, on a mis la main sur une étude qui propose une approche assez fascinante. L'article s'intitule Monitoring Resistance Training Intensity Using Load Intercept from the Load Velocity Relationship Variables, the Case of Deadlift. Le titre est un peu long, un peu technique, mais l'idée derrière est très très concrète. C'est une étude de Zhao Ken Li et son équipe, publiée en mars 2026 dans le Journal of Sport Science and Medicine. Et la question qu'il pose, au fond, c'est est-ce qu'on est vraiment obligé d'aller jusqu'à l'échec, de soulever la charge la plus lourde possible pour connaître son maximum? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas une méthode un peu plus intelligente? C'est exactement ça. La promesse, c'est de pouvoir évaluer sa force de pointe sans s'épuiser. Et ça, pour quelqu'un qui s'entraîne sérieusement, ça change la donne. Bon, allez, on décortique à ça ensemble. Allons-y. Alors, pour bien comprendre, il faut peut-être commencer par la méthode de référence, celle que tout le monde connaît. Le fameux 1RM. Le One Rep Max, oui. Le poids maximum qu'on peut soulever une seule et unique fois sur un exercice. Et ensuite, toute l'intensité de la séance est calculée en pourcentage de ce record. C'est la norme depuis des décennies. Le problème, c'est que cette norme, elle a des défauts assez importants. Ah oui, Le premier et le plus évident, c'est la fatigue. Faire un test de RM, si on le fait sérieusement, ça draine une énergie folle. Ça taxe le système nerveux et ça peut complètement saboter la séance qui est censée suivre. sans même parler du risque de blessure, quand on pousse le corps à sa limite absolue comme ça. Absolument. Et puis il y a un deuxième problème, un peu plus subtil, c'est la variabilité. Mhm. Notre force maximale, ce n'est pas une constante, ce n'est pas gravé dans le marbre. Elle fluctue, tous les jours. Ah oui, on l'a tous vécu ça. Les jours où la barre semble légère et les jours où elle est collée au sol. C'est exactement ça. Le sommeil, le stress, ce qu'on a mangé la veille, tout ça a un impact. Du coup, l'ERM que tu testes un mardi matin après une mauvaise nuit, Ce n'est pas le même que celui du vendredi. voilà, c'est une photo instantanée. Un cliché de ta forme à un instant T. Et utiliser cette photo pendant 4, 5, 6 semaines pour calibrer toutes tes séances. C'est un peu comme naviguer avec une vieille carte. C'est une très bonne image. La carte n'est plus à jour. D'accord. Donc le constat est clair net. La méthode traditionnelle est épuisante et, au final, pas si précise que ça au quotidien. Du coup, quelle est l'alternative que ces chercheurs proposent? Alors, ils se tournent vers une approche qui gagne beaucoup en popularité, l'entraînement basé sur la vitesse. On parle de VBT pour Velocity Based Training. D'accord. Le principe de base est d'une simplicité presque déconcertante. Plus une charge est lourde, plus tu la déplaces lentement. Logique, oui. Une barre à 60 kg va bouger beaucoup plus vite qu'une barre à 160, c'est sûr. Ce qui est fascinant, c'est que cette relation entre la charge et la vitesse, ce n'est pas du tout aléatoire. Pour une personne donnée, sur un exercice comme le soulevé de terre, cette relation est quasi parfaitement linéaire. C'est une ligne droite. Presque parfaitement. Si tu mets ça sur un graphique, avec la charge sur un axe et la vitesse sur l'autre, les points que tu mesures forment une ligne droite. L'étude le montre très bien d'ailleurs. Et c'est à partir de cette ligne droite que, si je comprends bien, la magie opère. C'est ça. Puisqu'on a une ligne droite, on peut la prolonger, virtuellement, avec les maths. Et les chercheurs y s'intéressent à un point très particulier, le point où cette ligne croiserait l'axe de la charge. C'est-à-dire? Autrement dit, quelle serait la charge si la vitesse de la barre était de 0 ? Cette valeur théorique, ils l'appellent le load intercept, ou L0. Vitesse zéro, donc le moment où la barre ne bouge plus du tout, où on est bloqué même en forçant au maximum. Voilà. Le L0, c'est une estimation mathématique de ta force maximale isométrique, la force pure que tu pourrais produire contre un objet immobile. L'idée de l'étude, c'est de se demander, est-ce que ce L0, qu'on peut calculer en faisant juste quelques soulevés assez légers et rapides, peut remplacer le test 1RM ? Ah, je vois. Si on reprend ton image de la carte, au lieu de grimper tout en haut de la montagne pour voir où est le sommet, on prend quelques mesures d'altitude sur les pentes,
et on utilise les maths pour calculer où le sommet devrait se trouver. C'est une excellente analogie, c'est exactement ça. Le potentiel est énorme. Tu arrives à la salle, tu fais quelques soulevés de terre à des charges modérées, un petit capteur mesure la vitesse, et ton application te dit « Ok, aujourd'hui, ton LES0 est à 205 kg. Ta science est calibrée là-dessus. » La question, bien sûr, c'est de savoir si ce sommet calculé est aussi fiable que le sommet qu'on a réellement atteint. Et c'est précisément ce que l'étude a voulu vérifier. Ils ont pris 30 athlètes confirmés, 15 hommes, 15 femmes, et leur ont fait passer des tests sur 2 sessions différentes pour pouvoir tout comparer. Oui, à chaque session, ils mesuraient d'abord le profil charge-vitesse pour calculer ce fameux LSO0, et juste après, ils terminaient par un bon vieux test de RMM à l'ancienne. Comme ça, ils avaient toutes les cartes en main. Alors, premier verdict, la fiabilité. Est-ce que ce LSO0, c'est une mesure qui est stable dans le temps? Alors la réponse est oui, mais. Ah, il y a un mais. Oui, l'étude montre que le L0 est une mesure fiable, mais il est légèrement moins fiable que le 1RM. On parle d'un coefficient de variation de 4,98% pour le L0 contre 3,48% pour le 1RM. Attends, si c'est moins fiable, ça me rend un peu perplexe. En tant qu'athlète, on veut la donnée la plus précise possible. Pourquoi on accepterait ce compromis? C'est une excellente question et c'est vraiment le cœur du débat. La raison de cette différence, c'est la nature même des deux mesures. Le 1RM, c'est direct, c'est binaire, tu as soulevé la charge ou tu ne l'as pas soulevée. C'est une performance brute. D'accord? Le L0, lui, c'est une valeur modélisée. C'est une extrapolation calculée à partir de plusieurs points. Donc, si d'une session à l'autre, tu es un peu plus explosif sur les charges légères, eh bien la pente de ta droite va changer un tout petit peu. Et donc ton L0 calculé aussi. Donc, si je résume, on échange un tout petit peu de précision. Contre beaucoup, beaucoup moins de fatigue. C'est exactement ça, le compromis. Et les auteurs de l'étude sont clairs. Malgré cette petite perte, la fiabilité du L0 reste tout à fait acceptable pour une utilisation pratique. C'est un outil suffisamment stable. D'accord, compromis acceptable. Mais alors, la question qui vient juste après, c'est est-ce que ce chiffre théorique, ce L0, il a un vrai lien avec ma force, la force réelle? Est-ce qu'il parle le même langage que mon RM? Tu mets le doigt sur le deuxième résultat crucial de l'étude. Et là, la nouvelle est très bonne. Ah, Ils ont découvert que le ratio entre le 1RM réel d'une personne et son L0 théorique est remarquablement stable d'un individu à l'autre. qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le L0, ce n'est pas un chiffre abstrait qui flotte dans le vide. Il est connecté de manière très prévisible à la force maximale. Si on connaît le L0 d'un athlète, on peut estimer son 1RM avec une très bonne précision sans jamais avoir à le tester. Le L0 devient un excellent proxy. Un substitut fiable. C'est une super nouvelle, mais j'ai l'impression qu'il y a un autre mais qui arrive. Ça semble presque trop beau pour être vrai. Il y a un mais, et il est taille. L'étude montre que cette belle précision n'est valable que dans une zone bien spécifique. Laquelle? Les charges élevées, c'est-à-dire en gros au-dessus de 80% du 1RM. Et pour les charges plus légères, ça ne marche plus? Pour les charges plus modérées, disons entre 40 et 70%, l'erreur de prédiction devient trop grande. La méthode n'est plus assez fiable, l'explication elle est presque géométrique. Vas-y, explique. Imagine que tu essayes de viser une cible très très lointaine. Un tout petit écart d'angle au départ se transforme en un gros manqué à l'arrivée. Voilà. Ici, c'est pareil. Une toute petite variation de vitesse sur une charge légère, ça peut correspondre à une grosse variation de la charge estimée. Alors qu'à haute intensité, On est déjà très proche de la cible, du maximum, donc les petites variations de vitesse correspondent à des variations de charge beaucoup plus faibles. exactement, l'erreur de prédiction chute drastiquement quand on est dans la zone des 80-90% du RM. C'est donc un outil de précision, mais pour le travail à haute intensité. D'accord. Mais alors là, il y a un truc que je ne comprends plus. On a dit au début que le LRM était globalement une mesure plus fiable que le L0. Oui. Et maintenant, tu me dis que c'est l'inverse quand on s'approche du max. Comment c'est possible? Et là, on arrive au résultat le plus surprenant, le plus contre-intuitif de l'étude. Quand on regarde la fiabilité de la prédiction d'intensité, à 90% du RM-RM, c'est la nouvelle méthode basée sur le L0 qui devient plus stable, plus fiable que la méthode traditionnelle basée sur un RMM qui, lui, fluctue. C'est paradoxal, hein. Ça soulève une question presque philosophique sur ce qu'est un RMM. Comme on l'a dit, une performance maximale est par nature instable. C'est le jour J, l'instant T. C'est un point un peu fragile au sommet de notre capacité.
C'est une cible qui bouge. Exactement. Et quand on utilise cette cible qui bouge comme référence, eh bien, on se base sur quelque chose d'instable. Le L0, à l'inverse, c'est une valeur qui est lissée, une moyenne, dérivée de plusieurs points sous-maximaux. Il est donc intrinsèquement plus stable. C'est ça l'idée. Plus on s'approche du RRM, plus son instabilité propre contamine la mesure. Le L0, lui, en étant une encre mathématique plus stable, devient une meilleure référence quand on navigue tout près de la limite. Un avantage paradoxal, mais logique. On a parlé de fiabilité, de validité, de graphique, mais concrètement, l'athlète qui nous écoute, qu'est-ce qu'il ou elle fait de tout ça lundi matin à la salle? La conclusion pratique, elle est assez claire. Le L0 ne vient pas jeter le RRM à la poubelle. Pas du tout. C'est un outil spécialisé, un instrument de précision pour une tâche bien définie. C'est-à-dire, C'est une méthode très pratique, et surtout moins fatigante, pour suivre l'intensité de son entraînement, mais spécifiquement dans la zone de haute intensité, au-dessus de 80%, et pour l'instant, on le précise, validé rigoureusement sur le soulevé de terre. donc c'est un outil pour qui, principalement? Les powerlifters, les haltérophiles? Eux, en premier lieu, oui, ou tout sportif de haut niveau qui s'entraîne fréquemment avec des charges lourdes et pour qui le besoin de connaître son état de forme du jour est crucial. Et comment ils l'utiliseraient? Au lieu de faire un test max toutes les 4 semaines, avec la fatigue et le risque que ça implique, il peut faire un profil charge-vitesse très rapide en début de séance. Quelques soulevés à 60, 70, 80%. Et hop, ça lui donne son L0 du jour. C'est ça. Et à partir de là, il peut ajuster ses charges de travail pour qu'elles correspondent précisément à l'intensité voulue ce jour-là. C'est une forme d'autorégulation de l'entraînement, mais guidée par des données objectives. Ce n'est plus juste du ressenti. Exactement. Ça permet de s'assurer que si le programme dit travail à 85%, c'est bien 85% de ta capacité réelle du jour et pas 85% d'un vieux record qui date d'un mois. Ça objective et ça simplifie le suivi de la performance au plus haut niveau. C'est une évolution, pas une révolution. C'est exactement le mot. En somme, cette recherche, elle propose une manière plus intelligente de mesurer la force de pointe, à condition de l'utiliser dans le bon contexte. C'est un exemple parfait de la façon dont la science vient, petit à petit, affiner nos méthodes d'entraînement. Et ça ouvre des perspectives qui sont vraiment intéressantes pour la suite. L'étude, elle s'est concentrée sur le soulevé de terre, un mouvement de force pure. Mais comment ces relations, ce ratio RML0, se comporteraient sur des mouvements plus explosifs? Je pense à un épaulé jeté, par exemple. Ou plus complexe comme le squat. Est-ce que chaque exercice a sa propre signature de vitesse? C'est la question qui se pose. Est-ce qu'on pourrait imaginer à terme avoir une sorte de tableau de bord complet de notre force basé sur ces profils pour chaque exercice clé? Un tableau de bord qui nous permettrait de suivre notre progression en temps réel sans plus jamais avoir besoin de faire un test maximal jusqu'à l'échec. C'est la porte que ce genre de recherche entrouvre, une perspective assez fascinante. Absolument. Et pour celles et ceux qui voudraient vraiment plonger dans les détails de la méthodologie, des statistiques, on ne peut que recommander la lecture de l'article original de Zhou-Xiang Li et de son équipe. C'est un excellent exemple de recherche appliquée, très clair et directement utile pour les gens sur le terrain. Et bien sûr, pour ne pas manquer nos prochaines analyses, pensez à vous abonner et à activer les notifications. On se retrouve